Toute cette semaine, on vous emmène à la découverte du sport Made in America. C'est Rec Chelou, c'est Choc, sa culture, ses plus belles looses. On a déjà bien parlé NFL et NBA lundi et mardi. Comme tous les soirs, pour m'accompagner, mon acolyte Antoine est de la partie. Et ça tombe bien parce que lui, il comprend pas grand-chose au sport de ce soir. Comment ça va, Antoine ? Très bien, je suis très heureux d'être un rookie ce soir. Oui, on change les rôles, parce que jusqu'à maintenant, c'était moi le noob en NFL, c'était moi le noob en NBA. Ce soir, c'est toi. C'est moi le noob sur glace. Exactement, les amis, je suis hype au max. Ça fait longtemps que j'attends ça, en grand fan de hockey. Ce soir, on va parler puck, on va parler ligne bleue, on va parler mitaine. Et oui, c'est enfin l'émission 100% Ça fait 2 mois qu'il ne me parle que de ça. C'est totalement vrai. J'avoue, j'ai fait le forceur pour qu'on puisse parler de NHL pendant 1 heure sur Move. Et ça y est, c'est ce soir, donc je suis très content. C'est le rôle de ta vie. Ah ouais, non mais franchement, je suis hype au max parce que les fans de hockey qui nous écoutent et qui nous rejoignent, les 12 fans de NHL en France, on sait que c'est difficile de faire percer ce sport dans les médias mainstream. Donc on est extrêmement heureux ce soir de pouvoir en parler. Et ça tombe bien parce que ce soir, on a mis le paquet, mon cher Antoine, pour te convertir à la NHL. Parce que oui, notre invité qui est juste à côté de moi, si vous faites partie justement de ces 18 personnes qui suivent la NHL en France, vous l'avez sûrement déjà vu ou écouté aux commentaires de Canal pour la NHL. Ses analyses sont aussi aiguisées que des lames de patin, même si son slapshot et sa saison en Ligue Fantasy peuvent encore s'améliorer. Plus récemment, il s'est même mué en organisateur de soirées hockey pour rassembler un maximum de passionnés autour de la NHL. Charles Trognon, bienvenue. Comment vas-tu, mon cher Charles ? Mais ça va super, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis ravi de pouvoir échanger NHL avec vous pendant 1 heure, ça va être génial. C'est quand même cool. Et tu me disais en plus en off juste avant, tu les comptes sur le doigt de la main, les fois où on parle de hockey pendant 1 heure en France à la radio. C'est quand même, oui, ça c'est sûr. Donc, à la radio nationale, c'est quand même un petit sport. Il y a quand même des villes qui ne vivent quasiment que de ça. Bien sûr, on pense à tous nos amis qui viennent de Rouen, Angers, Grenoble et toutes ces autres villes. Épinal, Dunkerque évidemment. Je vais m'arrêter parce que sinon après on va nous dire « Mais t'as pas dit ma ville !» Et en fin d'émission, les amis, on aura le plaisir, que dis-je, l'honneur d'avoir Cristobal Huet en direct, en duplex avec nous, la légende vivante du hockey français, seul français, je le rappelle, à avoir gagné la prestigieuse Stanley Cup, le trophée de la NHL qui est très très difficile à gagner. Alors restez avec nous, ça sera en fin d'émission ce soir. Aujourd'hui, en gros, notre but, c'est de vous faire kiffer la NHL. Charles, ça te va comme but pour l'émission ? Défi relevé. Et j'espère. Bien évidemment, on abordera aussi des belles petites looses parce que c'est quand même le principe. On est un peu là pour ça. On n'est pas là pour être gentil non plus. Exactement. Avant de commencer aussi cette émission sur une note un petit peu moins fun, je voulais qu'on adresse un gros câlin à Patrick Coulombe, le capitaine et joueur chez les Jokers de Cergy, qui devait être avec nous ce soir et qui sera pas là à cause du décès de l'entraîneur des Jokers de Cergy le week-end dernier. Donc on pense bien à eux et on leur fait un très gros bisou. Voilà, Charles, pour commencer cette émission, comme on dit au Québec, la province du hockey où tout est parti, pas le temps de niaiser, c'est l'heure de ta première mise en échec de la soirée. Alors, comme c'est la tradition dans cette semaine spéciale sport américain, mon cher Charles, on commence en mettant nos invités à l'aise. C'est-à-dire qu'on va trash le sport. Voilà, on va trasher ton sport. on va t'expliquer pourquoi la NHL c'est nul et pourquoi personne ne suit ce sport, même si c'est pas vrai. Bien évidemment, 12, oui. Pour se charger de cette mission, vu que moi je suis grillé, je suis passionné, j'ai même le maillot du Canadien de Montréal à l'heure où je vous parle. C'est Antoine, notre rookie noob du hockey sur glace, qui va se charger de débunker la NHL en s'adressant à toi, Charles. Et après, tu auras 60 secondes pour lui répondre. Et me plaquer contre la glace. Le plaquage, on pourra le faire dans les couloirs de Move tout à l'heure si besoin. C'est parti, Antoine, je te laisse roaster la NHL. Alors déjà, on ne voit rien. Moi, j'ai acheté une télé 4K 60 pouces. J'ai beau me mettre à 10 cm de l'écran, je vois toujours pas votre foutue rondelle. Là. Et puis, le hockey, c'est un peu comme l'escrime. On regarde juste les lumières pour comprendre s'il y a but. C'est vrai. Icing, tripping, pénalité mineure, pénalité majeure. Il faut être bac plus 5 pour comprendre ce sport. On est presque au niveau du rugby. La moitié des spectateurs vont voir un match uniquement pour voir des gens se battre. C'est juste du MMA sur glace. Quand je vois le nombre d'édentés d'ailleurs en hockey, mon avis c'est simplement que ce sport a été créé par les dentistes pour qu'ils puissent faire fortune et s'acheter des Ferrari. Même les joueurs de foot US ont moins de protection qu'en hockey, et je parle même pas des gardiens, on dirait juste le début des Transformers. Et pour finir, la NHL, là, c'est quoi ce trophée, ce Stanley Cup ? Franchement, on dirait la pierre de Champollion, 90 cm, 15 kg, plus de 3000 noms gravés. Les gars, ayez un peu l'esprit de synthèse.
Mais c'est un trophée de bonhomme, c'est tout. C'est un trophée de bonhomme. Charles, est-ce qu'il t'a énervé un peu là? Il n'y a pas de respect. Ouais, il n'y a pas de respect. T'es d'accord? Ouais, alors, on est d'accord ce que je te propose, c'est que là, tu as 60 secondes. Alors, 1 pour dézinguer Antoine et lui dire que tout ce qu'il vient de dire, c'était des bêtises. Et 2 pour nous dire pourquoi la NHL est la meilleure ligue du monde, évidemment. Ok, alors mon cher Antoine, j'ai l'impression que tu as regardé un match de NHL et c'était dans les années 80. T'as peut-être pas allumé de télé de suite parce que maintenant on voit le palais quand même. La technologie a avancé et même au niveau des joueurs, voilà, les joueurs bagarreurs, ça appartient à une autre époque, à un autre temps. Voilà, le sport a vachement évolué. Maintenant, c'est quelque chose de très rapide, de très dynamique. Il se passe tout le temps plein de trucs. C'est un vrai spectacle sur la glace, en dehors même. Quand on va voir un match, c'est pas du tout que pour voir les gars se battre, c'est pour voir un vrai show, un vrai spectacle, que ce soit en NHL, en Ligue Magnus, même n'importe quel match de hockey, c'est un vrai kiff. Ouais, c'est synthétique. Tu t'arrêtes là? Ouais, c'est bon, je m'arrête là. Je suis en prison 2 minutes là. Ouais, moi je propose qu'on ouvre une prison sur Move pour mettre Antoine dedans, ce serait bien mérité. C'est vrai que le puck, c'est pas toujours facile de le voir au début. D'ailleurs, tiens, en parlant de cette première difficulté qui est de voir le puck quand on fait du hockey, Charles, je te propose qu'on prenne un petit moment en ce début d'émission pour expliquer un peu la NHL aux Français, mettre un peu les bases de l'émission, comme ça tout le monde est à la bonne température. Et ensuite, ce qu'on fera, c'est qu'en deuxième partie, on parlera des franchises, bien évidemment. Il y a de quoi faire. Je sais que nos amis de Toronto attendent vaillamment que je les trash ce soir. Peut-être que ça arrivera, peut-être pas, on ne sait pas. Je pense que ça arrivera, te connaissant. Et ensuite, on aura bien évidemment Christo Huet qui nous rejoindra. Charles, toi déjà, oui. on l'a dit, donc tu as commenté beaucoup de hockey. Tu commenteras d'ailleurs la finale de la Coupe de France qui a lieu ce week-end à Bercy à 15h. Ça t'est venu d'où, cette passion, cette piqûre hockey sur glace? Eh ben, moi, c'est simple. J'ai en fait eu la chance de commencer le hockey sur glace à l'âge de 3 ans. Donc, tout de suite, moi, je me suis pris déjà à ce sport, mais par le jeu. Et, tu t'en souviens même pas, en fait. Tu savais patiner avant de marcher, quoi. Ouais, exactement. Est-ce que tu te souviens de tes premiers coups de patin? Je me souviens pas de mes premiers coups de patin, mais j'ai un peu des souvenirs, des premiers moments, des premiers tournois. Et bref, ça a été quand même quelque chose d'assez fort pour moi dans ma jeunesse, parce que j'ai évolué avec des joueurs qui sont encore mes amis. Tellement on avait vécu des moments forts. Et derrière, comme je suis un passionné de sport, je me suis plongé, un petit peu intéressé à la NHL. C'est ce qui se fait vraiment de mieux en hockey sur glace. Et puis, quand on s'y intéresse un petit peu, c'est la clé, c'est le secret. Antoine, écoute bien. Tout de suite, on est mordu et c'est très, très difficile de s'en détacher quand même, parce qu'il se passe tellement de choses. Je confirme. C'est vrai qu'une fois que tu tombes dedans, moi, c'est beaucoup plus tard que toi. Pour le coup, c'est en 2018-19 que j'ai commencé à suivre la NHL, parce que j'ai un cousin qui vit à Montréal, Alex, je lui fais des bisous d'ailleurs, et il m'a emmené au Centre Bell. Et j'ai pas trop eu le choix en fait, parce que on va se le dire clairement, il était très fan. Juste pour je cale l'anecdote, à son mariage, la musique qu'il a mis dans l'entrée, son entrée dans l'église, du coup, c'est la musique Fix You, qui est la musique d'entrée des joueurs au Centre Bell du Canadien de Montréal. Donc ce cousin fan m'a mis à la NHL. Ensuite, je me suis retrouvé dans une ligue fantasy avec Antoine justement en NHL. C'est là que j'ai commencé à comprendre les stats, les trucs, tout ce qui se passait. Et c'est vrai qu'une fois que tu es dedans, en fait, tu t'ennuies jamais. C'est un des rares sports où on peut le dire, tu t'ennuies jamais. On a parlé de NFL lundi. La NFL, je crois que c'est... Tu vas pas me dire qu'il n'y a pas un match chiant en NHL? Bah non, il y a toujours minimum 3-4 buts en fait. C'est ça qui est bien, tu vois. Alors que, excuse-moi, mais les matchs de foot US, il faut il y a des purlasses. Il y a du déchet quand même. Mais c'est pour ça, du coup, ils prennent le temps quand c'est bien. Ouais, exactement. Et du coup, toi, Charles, toi, tu m'as dit c'était sur les patins directs. Nous, ce qu'on aimait bien avec Antoine, c'était de savoir d'où c'est venu ton premier contact visuel hors patin, du coup, avec le hockey. Il y en a, c'était pour la NFL, c'était Madden, le jeu vidéo. Pour nos amis trash talkers en NBA, c'était directement Canal ou Pathé, je crois. Pathé Sport. Découvert. Toi, c'est comment tu t'es pris à regarder la NHL la première fois? Avec mes potes d'enfance, du coup, on jouait aussi aux jeux vidéo quand même, et ça a aidé vachement à se plonger déjà un petit peu dans cet univers, parce que le jeu vidéo et NHL a toujours été hyper bien fait par rapport un petit peu aux autres jeux de sport, en tout cas à l'époque. Et donc tout de suite, on était vraiment à fond dedans. Et puis pareil, Canal aussi. Canal, c'était le diffuseur, c'était un diffuseur historique. Ils avaient les droits depuis
voilà, les années 90, début des années 90. Donc ouais, tout de suite, on jouait à la console, on regardait la NHL sur Canal, et puis il y avait ce côté, comme il n'y avait pas les réseaux sociaux, on était très loin quand même de la NHL, et on regardait ça du coup avec des étoiles dans les yeux. Le peu qu'on pouvait en voir, pour nous, c'était un petit bonheur. Ouais, c'est marrant, c'est un peu pareil. Toujours les sports US, il y a vraiment à l'époque, c'était à peu près Canal qui faisait tout. Tu avais vraiment des petites bribes, tu avais genre 30 minutes de tous les résumés des matchs, et tu étais là, il faut pas que je loupe ces 30 minutes. Exactement. Et est-ce que la NHL aujourd'hui, juste pour qu'on comprenne bien, je sais qu'il y a plein de fans en ce moment qui nous écoutent, de fans de hockey, que ce soit français ou de fans de NHL. Pour ceux qui sont peut-être juste des curieux, qui connaissent pas trop la NHL, pourquoi est-ce qu'on en fait des caisses avec la NHL? Pourquoi est-ce que c'est une ligue qui est si différente des autres? Je sais que voilà, il y a des règles différentes, il y a des dimensions différentes. Qu'est-ce qui rend un peu la NHL spéciale factuellement, Charles? Mais déjà, avant ça, c'est un sport qui est hyper atypique. Pour être un joueur de NHL, c'est pas comme au football américain où en quelques années, ça peut arriver si on a un gabarit hors norme. Faut savoir patiner, faut savoir avoir une habileté avec la crosse. Et donc, ce qui se fait de mieux en NHL, là-bas, c'est qu'en plus, les patinoires sont un petit peu plus resserrés par rapport aux patinoires européennes. La surface de jeu, quoi. Ouais, exactement. Donc, faut être hyper rapide, faut être hyper technique aussi pour pouvoir se frayer des chemins. Voilà, donc... Et puis, comment dire, là-bas, comme le niveau est extraordinaire, quand on compare aux autres ligues européennes, même dans le monde entier, c'est vraiment ce qui se fait de mieux, quoi, le gratin. Et quand les joueurs jouent à ce niveau-là, c'est tellement un plaisir à regarder et à voir. C'est vrai que c'est quasiment un autre sport, la NHL. Et la Ligue Magnus, c'est ça que tu essaies de dire? Non, la Ligue Magnus, c'est une ligue qui progresse pour de vrai. Ouais. Mais c'est vrai que moi, j'ai toujours dit la NHL, c'est les ligues européennes, mais comme sur YouTube, tu mets en fois 1,25, tu vois. C'est vrai que pour le coup, j'ai fait le Centre Bell aussi, ça va très vite. Ah que oui. Ça va très vite. Ça va très vite, et c'est vrai que des fois... Et c'est beau. Oui, c'est beau, ouais. Et des fois, c'est dur de suivre ce fameux palais. Alors, tiens, comment on fait en hockey pour savoir où il est le palais, Charles? Ça, c'est la question. C'est à chaque fois que je fais le fanboy NHL à quelqu'un, tu sais, ce même du mec qui hurle dans l'oreille d'une fille en boîte et la fille, elle en a rien à faire, là. On voit ça, c'est moi, je me sens comme ça à chaque fois que je parle de NHL à quelqu'un. Et la personne, elle me dit, mais en fait, on voit juste pas le puck. Donc, à partir de là, comment je fais pour aimer ce sport? Déjà, s'il dit le puck, c'est qu'il s'y connaît plus que la moyenne. C'est vrai. Donc, du coup, comment on fait pour aimer la NHL sans voir le puck la première fois qu'on regarde, Charles? C'est quoi tes conseils? Qu'est-ce qu'il faut regarder? Comment on fait? Louis, déjà, je me sens moins seul parce que moi aussi, on me l'a posé des milliers de fois. J'ai l'impression d'être au milieu d'un date. Tu l'as jamais posé cette question, toi? Si, je l'ai complètement posé. C'est à chaque fois l'argument qui me ressort. On me dit, mais ton sport, là, on voit même pas le puck, ça sert à quoi? Mais en fait, c'est si on regarde un match de NHL comme ça, une fois, en one shot, oui, peut-être que c'est un petit peu compliqué. Mais une fois qu'on en regarde un déjà en entier, de A à Z, l'œil est habitué, en fait. Il sait le suivre, il sait où est-ce que le palais va aller. Je pense que c'est pas trop vendeur ce que je raconte là. C'est vrai. Mais en vrai. Pourquoi vous ne le mettez pas en orange fluo? Non, mais en fait, le truc, c'est que en fait, noir sur blanc, c'est difficile de faire mieux en soi. C'est vrai. Noir sur blanc. Et puis, voilà, pour mieux voir le palais, faut mieux comprendre le jeu. Pour mieux comprendre le jeu, faut aller voir un match en vrai. Vraiment, c'est ce que je recommande en fait à chaque personne qui a du mal à regarder ou à suivre le palais à la télé. En fait, c'est juste une histoire de bien suivre le jeu, et pour ça. C'est vrai que tu en vrai, marques un point parce qu'effectivement, j'ai fait quelques matchs en vrai, que ce soit à Montréal ou à Rouen. Et en fait, effectivement, voir le jeu en vrai, c'est beaucoup plus simple qu'à la télé, je trouve. Bah, c'est sûr que la télé, tu es sur un écran qui est petit, le puck, il est encore plus petit. Donc, c'est vrai que c'est pas facile. Tiens, tant qu'on est dans les conseils un peu de rookies pour initier Antoine et les autres rookies de la NHL qui nous écoutent, c'est quoi, toi, tes conseils justement pour quelqu'un qui a toujours hésité à se mettre dans la NHL, à commencer à regarder? Voilà, 3 conseils pour un newbie de la NHL. Est-ce que tu dirais d'aller t'intéresser à telle ou telle équipe? Est-ce que tu dirais de regarder plutôt juste les playoffs? Ça serait quoi un peu ton conseil? Alors moi, mon conseil, ce serait vraiment d'abord s'intéresser à des joueurs stars un petit peu. Par exemple, Connor McDavid, qui est un super ambassadeur de ce sport, parce que lui, il fait les choses d'une manière différente. C'est tellement beau à voir jouer. Par exemple, ce genre de joueur, il y a en défense Cale Makar, sont des joueurs qui savent en fait faire plein de différences. C'est un petit peu comme... C'est quoi être beau en hockey? C'est savoir allier patinage, technique et en même temps que ce soit efficace, pouvoir être capable de faire une différence au moment où le joueur le décide. Par exemple, savoir dribbler un joueur au bon moment avec une belle feinte, parce qu'il y a
tellement une grande panoplie de feintes qui sont possibles à faire, et surtout dans l'ère moderne du hockey sur glace en NHL où on voit des feintes qui sont inventées, créées et qui sont extraordinaires. Voilà, ce sont des joueurs qui nous font aimer le jeu. En fait, on se dit c'est pas possible que là ce joueur puisse passer, et il le fait. C'est comme dans plein de sports. C'est ce que nous disait Alex de Trash Talker. Il nous disait regarde Nikola Jokic. Et je pense que pour quelqu'un qui suit le tennis, tu lui dirais va te regarder, je sais pas, un Federer Nadal de 2008 et tu vas kiffer. Donc c'est vrai que les joueurs stars, c'est probablement. Et tu disais qu'est-ce qui fait qu'ils sont aussi spectaculaires. Moi, McDavid, alors pour ceux qui connaissent pas McDavid, c'est vraiment le meilleur joueur sans aucun débat de hockey des 7 dernières années. Il est au-dessus de tout le reste. Et ce qui est fou quand tu regardes ces mecs jouer, c'est qu'en fait, ils patinent tellement vite que leur maillot derrière, comme un drapeau au vent, il secoue. Donc c'est super impressionnant de les voir comme ça se voler sur la patinoire. Écoute, je pense qu'on y voit déjà un petit peu plus clair. Charles, on va avoir le temps quand même de continuer à se mettre un peu dans le bain NHL. Maintenant, on va voir si notre rookie Antoine et les autres rookies, vous qui nous écoutez peut-être, on va voir si vous êtes prêts pour la pratique. Comme dans tous les sports américains qu'on passe en revue cette semaine, il y a un truc qu'on aime beaucoup, c'est de pouvoir faire genre on s'y connaît quand on s'y connaît pas. Voilà, demain je vais à une soirée de Charles Trognon. Comment je peux faire pour faire semblant que je suis un expert, tu vois ? Juste 2-3 petits termes là, vous allez me... Admettons, Antoine va à ta prochaine soirée NHL que tu organises à Paris fréquemment avec tous les fans de NHL. Là, le but, c'est que je vais lui dire des phrases de connaisseur de hockey. Toi, ça va te paraître vraiment du petit lait. Et Antoine va devoir nous dire si il comprend à peu près ce qu'on veut dire par là. Et puis Charles, tu vas pouvoir lui mettre une note de 0 à 1. Ouais, je suis comme avant-dernier de la fantasy, donc j'ai un peu du niveau. C'est ça. Alors Antoine, voici quelques petites phrases pour te mettre un peu dans le bain. Il manie tellement bien la rondelle en PP qu'on aura envie de lui mettre un chip shot. Déjà, il manie tellement bien la rondelle. Je ne vois pas pourquoi tu rigoles à cette phrase. Non, mais écoute, comme dirait Patrick Montel, nos amis québécois disent rondelle. Le hockey a été inventé au Québec. Je dois leur rendre hommage et utiliser ce mot. PP, j'avoue que le fait qu'on fasse de la fantasy, je sais ce qui est un PP. Donc c'est quoi ? C'est un power quelque chose. Powerplay. Powerplay. Allez, tu l'as. Donc ça veut dire quoi ? Il manie tellement bien la rondelle en PP qu'on aura envie de lui mettre un chip shot. Alors un chip shot, chip shot, ça t'imagines comme dans la vie, quoi, un petit coup de fouine. Ouais, mais c'est un peu. Ouais, du coup, ok. Si je faisais du foot, c'est juste Messi, il est tellement technique que j'ai envie de lui mettre un tacle à la carotide. Ouais, Charles. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal parce qu'il n'y a pas de pipi en foot en plus. Donc voilà. C'est ça, y a pas de, quand on dit pipi, bien évidemment, c'est powerplay. C'est anglo. Supériorité numérique. Voilà. Donc la traduction, c'est il est tellement bon en maniement de puck pendant la supériorité numérique qu'on a envie de lui mettre un chip shot. Ça, le chip shot au hockey, c'est par exemple, on te met un petit coup de crosse. Quoi. Donc c'est quoi on vise les tibias. Ouais, plus derrière, parce qu'il y a une protection à l'avant de la jambe, mais à l'arrière de la jambe, c'est moins parce protégé. J'ai fait du hockey sur gazon. J'ai fait du hockey sur gazon au collège et il y avait vraiment les coups qui faisaient mal aux jambes. Oui, ça fait très mal. Hein. Là, il y a un joueur, il n'y a pas plus tard qu'une semaine en NHL, qui s'est pris un chip shot, donc un coup de crosse. Mais là, c'était très très cheap parce qu'il se l'est pris dans la tronche, ça arrive aussi, dans la bouche. Ça, c'est moche. Et tiens-toi bien, il a perdu 4 dents. Il est là, mon dentiste milliardaire. 18 points de suture. Et donc, il s'est fait juste recoller avec des sparadraps son ouverture à la mâchoire. Et il est allé jouer le 3e tiers. Voilà, ça c'est la NHL. Il a terminé le match, quoi. Il a terminé le match et il a même mis un assist. Voilà. Ça c'est aussi badass, quoi. Oui, c'est la NHL. Tout est normal. Ouais, voilà, c'est ça. Deuxième phrase, tiens, pour voir si le rookie Antoine c'était arrive pas mal, à suivre. là. Ouais, ça va, c'était pas trop mal. Tu t'es bien débrouillé en vrai. J'avoue que je suis pas niveau 0-0 quand même. Non, il est pas niveau 0. C'est vrai qu'il m'entend tellement souvent le tanner avec le hockey que. Allez, vas-y. Se prendre un but Michigan ou Michigan, c'est vraiment la loose. Alors, c'est quoi un but Michigan, Antoine ? C'est un but du côté de Détroit. Ouais, non. En plus, Michigan. Alors, quel type de but peut être la loose ? Je sais pas, un but quand t'es en supériorité numérique ? Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. J'en ai aucune idée. Alors Charles, est-ce que tu peux nous expliquer le but Michigan ? Ouais, alors la Michigan, c'est un geste qui a été inventé justement dans l'université de Michigan par un joueur à l'époque. C'est se retrouver derrière le but, parvenir à mettre le palais sur la crosse et depuis l'arrière du but, réussir à le rentrer. Ok. En fait, ce palais en faisant passer la crosse à côté du gardien. C'est un petit peu je vois. Ouais, non, effectivement. Mais c'est très très dur. Pour ceux qui connaissent pas du tout, effectivement, on peut passer derrière le but, pas comme le hockey sur gazon d'ailleurs.
Le hockey sur glace, on peut passer derrière le but pour revenir. Et effectivement, je vois l'idée. C'est ça, Donc en gros, c'est les buts où il y a le gardien qui regarde devant et il comprend pas, et les lumières s'allument. Exactement, c'est ça. Exactement. Donc c'est vraiment la loose de se prendre un but Michigan en général, parce que quand t'es gardien, un des premiers trucs que t'apprends, c'est de regarder où est le joueur derrière toi. C'est la panenka du hockey. Je sais pas. Ah ouais, c'est pas mal. C'est encore plus dur à faire quand même. Mais c'est plus humiliant encore. Un peu la bicyclette, une belle bicyclette, ou un but en talonnade. Enfin bref. Allez, dernière phrase. Il est ultra mobile sur la ligne bleue. C'est dur de le jouer en piqué. Waouh. Alors il y a 2 lignes bleues. Ouais, il y a donc 2 j'imagine que le mec il est mobile sur cette ligne, mais je vois pas ce que ça veut dire. Le piqué, alors pour avoir le même pote qui est ton cousin, je connais Piqué Souban. Ouais, alors ça c'est mais je vois pas le rapport. Non, ok. Ultra mobile sur la ligne bleue, non, Charles, un joueur qui est très mobile sur la ligne bleue, dur à jouer quand t'es en piqué, ça veut dire quoi? Ça veut dire quand tu es en infériorité numérique et qu'il y a un joueur qui est en supériorité numérique mais qui se retrouve à la ligne bleue et qui a un patinage qui sait faire la différence. En fait, en supériorité numérique, le joueur qui est à la ligne bleue est très très important, juste pour rentrer un petit peu dans le détail de ça, parce que c'est lui qui va orienter un petit peu le jeu. Donc quand tu te retrouves face à un joueur qui bouge beaucoup, ton milieu de terrain quoi, en avantage numérique. Voilà, c'est ça, c'est un peu le quarterback même, c'est celui qui va orienter le jeu à gauche, à droite, c'est lui qui va un petit peu décider. Piqué, c'était pour le mot anglais qui est penalty kill, c'est quand tu dois tuer ta pénalité et que donc tu as un joueur de moins. Parce qu'en hockey, quand t'es pas gentil, on te met 2 minutes dehors. Ah, ça, je devrais faire ça avec toi, Antoine, quand t'es pas gentil sur Move, là, allez hop, 2 minutes dehors. 2 minutes dehors. Et on est en infériorité numérique sur Move. Oui, de la FFL, vous êtes toujours sur Move en direct pour l'émission spéciale sport américain. Je suis en compagnie de mon acolyte Antoine qui est toujours chaud, le toujours rookie au taquet, NHL là, ce soir. sur mes patins. Très bien. Et on a notre invité Charles Trognon, grand passionné de hockey aujourd'hui, qui est là pour décrypter avec nous la NHL. Et là maintenant les amis, je vous propose qu'on transitionne tout de suite dans les franchises. Comme tous les jours cette semaine, on a demandé aux communautés FFL et aux communautés NHL sur les réseaux sociaux X, Instagram, de donner leur avis sur la plus grosse franchise de la loose et la plus grosse histoire de loose en NHL. On a reçu quelques petites réponses bien croustillantes. Mais avant ça, je vous propose qu'on s'épluche une petite tier list. Adopte une franchise. Alors, adopte une franchise. On se croirait au Centre Belge. J'adore ça. Le principe d'adopte une franchise, c'est tout simple. Si aujourd'hui vous nous rejoignez, admettons que vous êtes un fan, je sais pas moi, des Jokers de Cergy, des Spartiates de Marseille, et que vous vous dites bon, j'ai envie de transférer mon amour du hockey outre-Atlantique et de suivre la NHL. Comment je fais pour choisir une franchise de cœur? Alors, c'est très simple, Charles. En fait, Antoine va te lire des critères et toi, tu vas devoir répondre et caser des franchises qui rentrent dans les critères d'Antoine. On va pouvoir même en débattre ensemble si tu veux. Alors, Antoine, tu peux compléter la phrase. Si demain, je commence à suivre la NHL, quelle franchise je dois soutenir? Quelle franchise je dois soutenir si je veux une vie de confort et de facilité? Je ne veux pas souffrir. Une franchise facile pour pas souffrir en NHL, qui gagne, qui est stable. Au pire une demi-finale, tu vois. Ouais, voilà, une franchise qui est un peu tout le temps, dans les. Ouais, le Lightning de Tampa Bay, ça me paraît être une plutôt bonne option. Je sais pas ce que t'en penses, Louis, mais c'est régulièrement en séries éliminatoires. Ça a gagné des titres récemment. Alors, quand ça fait pas des énormes chokes contre Columbus, c'est vrai. Ils ont gagné 2 titres derrière, donc ça va. Il y a pire. Tampa, c'est un peu le Real Madrid des dernières années en NHL. Ils ont gagné 2 Stanley Cup dans les 4 dernières années, dont une finale juste après. Et c'est une franchise historique? C'est pas historique, Tampa. Non, c'est créé en 92, je crois. Ouais, c'est dans les années 90, mais ils ont quand même gagné un titre au début des années 2000, en 2004, donc tout de suite, quand même. C'est vrai qu'ils n'ont pas connu la défaite, Tampa. Ça a toujours été, d'ailleurs, une franchise de hockey à Tampa où il fait 40 degrés toute l'année. Et les mecs, il y a le réchauffement climatique. Exactement. Ouais. Et non, c'est vrai qu'ils n'ont jamais vraiment trop connu la loose, Tampa. Moi, j'aurais peut-être aussi cité Boston, qui est quand même souvent aux avant-postes, qui a jamais vraiment. C'est pas la franchise que tout le monde déteste, Boston. Les Bruins de Boston. C'est vrai Québec, que c'est pas une franchise très populaire. J'ai peut-être le biais de Montréal tu vois, à mes oreilles. Moi, en tant que fan de Montréal qui porte un chandail de Montréal en ce moment, il y en a qui pourraient m'en vouloir de dire que Boston est une équipe plutôt bonne. De ce que j'ai compris, si je vais à Montréal avec un maillot de Brad Marchand, là c'est très compliqué. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Tu tiens pas trop à ta vie. Non, là c'est comme aller à Marseille avec un maillot du PSG de Rabiot, quoi.
Ok, ou de Neymar plutôt. De Neymar, ouais. Ou de Mbappé, bref. Très bien, ok. Mais du coup, pour ceux qui veulent une vie de danger, maillot de Boston à Montréal. Exactement. Très bien. Ça, c'est pas mal, ouais. Donc, vie de tranquillité, du coup, on s'entend sur Tampa et Boston. Tampa, c'est pas mal. Hein. Ouais. Franchement, Tampa et Boston aussi. Ok. Sympa. Alors, si je veux, et si j'aime surtout l'échec, mais aussi les belles victoires, c'est-à-dire que je veux une vie de montagne russe, quoi, des hauts, des bas, Quelle franchise des grands hauts et des grands bas. Moi, je pense tout de suite aux Blackhawks de Chicago, qui ont connu une dynastie au début des années 2010, mais qui, avant cela, n'avaient pas gagné de titre pendant des dizaines d'années. Et là, ils sont en train de retomber un petit peu dans leur travers. Donc, c'est vrai. Les Blackhawks, c'est un peu les hauts et les bas. Équipe de notre cher Christophe Alluet qu'on va pouvoir appeler tout à l'heure. C'est vrai que les Blackhawks, ils ont fait 2 ou 3 Stanley Cup en 4 ans ou en 5 ans. Et là, depuis maintenant, ils sont vraiment au très fond du classement, hein. Mais bien très profond. Hein. Bien enfoncé. Ils ont un petit peu du mal à s'en... Vraiment au fond. Dégueulasse. Ils ont réussi à avoir un numéro 1 de draft quand même, un Connor Bedard. Ça, pour le coup, c'est pas la loose pour. Mais comme mais tu ça dis, pourrait l'être aussi. Mais c'est montagne russe parce que Chicago, ça. tu vois, le principe des montagnes russes, c'est que dès que tu arrives au creux, ça remonte tout de suite. Et là, Chicago, c'est exactement ce qui est arrivé. C'est la fin de la montagne russe, quoi. Non, mais la seule saison quand même. Moi, il m'énerve, Chicago, je vais le dire. Désolé. Ça y est. Non, mais il faut qu'on en parle. Ça t'énerve parce qu'ils ont des Stanley Cup. Non, parce que voilà, ils ont une dynastie, ils gagnent 3 Stanley Cup en 5 ans. Bravo les mecs, on est tous contents pour vous. Ce qui se passe en fin de dynastie, c'est que tes super joueurs, ils vieillissent, donc ils deviennent nuls. Et donc ta franchise devient nulle. Et là, tu te mets à être mauvais pour tanker et obtenir des bons prospects à la draft. Ça, c'est le principe de tous les sports américains. Chicago, la première année, quand même, où ils se disent vraiment on va tanker mais sale, c'est-à-dire qu'on va perdre 6 matchs sur 7. La première année qu'ils tankent et qu'ils obtiennent le first pick à la draft, ils prennent le petit Connor Bedard qui est probablement un futur joueur générationnel. Donc le mec tombe sur le meilleur pick des 15 dernières années. C'est un peu les Spurs. Oui, qui à chaque fois qu'ils commencent à perdre, ont genre soit Tim Duncan, soit David Robinson ou soit Victor Wembanyama. C'est-à-dire que les mecs choisissent leur first pick. Le moment où ils décident de tanker, ils chopent la superstar. Donc montagne russe, Chicago. Chicago, on n'en aurait pas d'autres des montagnes russes en NHL? Ouais, il doit y en avoir quelques-unes quand même, d'autres montagnes russes. Moi, je trouve que l'Avalanche, ils ont fait un peu... Non, peut-être pas. Ils ont eu un creux quand même de 20 ans quoi, avant de gagner le titre. Ouais, après, ils ont gagné quand même fin des années 90, début des années 2000, c'était assez énorme. Il y a eu un petit creux, c'est vrai. Ils sont revenus, là, ils ont gagné une Coupe Stanley, c'était quoi en 2023 bon, là, ils vont peut-être regagner encore cette année. Bon, voilà, c'est quand même une équipe. C'est pas trop montagne russe alors. Ouais, c'est pas. Après, c'est Los Angeles extrême. Les Kings de LA peut-être. Les Kings de LA, ça peut être pas mal, parce que eux aussi ont connu, c'était le grand rival de Chicago au début des années 2010, et qui eux connaissent un vrai gros creux là. Donc pour le coup, les Kings, je trouve ça pas mal. On est dans la faille de San Andreas à Los Angeles. Ouais, c'est très bien. C'est pas mal. Donc moi, je reste sur Chicago. Ouais, c'est bien. Vas-y, continue alors. Maintenant, je veux soutenir une franchise qui vit dans le passé. Les franchises noires et blancs. Vraiment, les franchises, il n'y a plus rien aujourd'hui. Tout est dans le passé, mais j'ai quand même l'impression que le tricolore de Montréal, de ce que j'entends depuis quelques temps. Toi, t'as envie de. C'est pas mal, t'as envie de m'énerver là. Mais oui, les franchises qui vivent dans le passé, c'est les franchises où il y a plein de fans qui se disent j'ai jamais vu mon équipe gagner la Coupe de mon vivant. Malheureusement, je pense que oui, Montréal en fait partie parce que dernière Stanley en 93. Et depuis, c'est très compliqué. Parce si je me trompe pas, Montréal, c'est ceux qui ont le plus de Stanley Cup. Tout à fait. 24. J'ai l'impression qu'à chaque fois que tu leur dis qu'ils gagnent rien, ils font oui, mais on a quand même 24 Coupes Stanley. La NHL a été créée à Montréal. Donc, Montréal est la NHL. Voilà, c'est tout ce que il y a plus de 100 ans. Et en tout cas, vous avez le sens du partage à Montréal, vu que vous avez créé, mais vous ne partagez les titres avec tout le monde. C'est ces dernières années. Oui, et puis au début, il n'y avait que 6 équipes, donc c'était un peu plus facile d'en gagner. J'apprécie à moitié là. Il y avait Laval, il y avait Québec. Non, Montréal, oui, grosse franchise de gens qui vivent dans le passé, ça c'est sûr. Hein. Quand même. Je pense même peut-être la plus éminente, puisque dans les années 70, 60-70, c'était 80 même, c'était injouable Montréal. Et là, ça fait 40 ans que c'est très jouable pour le coup. Ouais, bon, très jouable. Je me souviens, oui, c'est vrai. C'est le slogan du Québec, donc ça passe bien pour Montréal. Ça va très bien avec Montréal. Et voilà, ma préférée du coup là maintenant. Si demain je commence à suivre la NHL, quelle franchise je dois soutenir si je veux une vie de souffrance et de larmes? Charles, tu sais où je vais aller, donc je te laisse commencer. Alors, je sais où tu veux aller, mais il y a une autre équipe aussi qui me fait vraiment penser à cette vie de souffrance et même encore plus accrue. En fait, ça dépend ce que tu veux dire par vie de souffrance. Est-ce que c'est de l'espoir ou zéro espoir? Il y a plusieurs écoles. Il y a celles qui sont médiocres de A à Z
et il y a celles qui espèrent. Ouais. Celles qui se disent dans la catégorie médiocre, vraiment. Le fond du seau. Dans la catégorie fond du seau, alors je pense forcément aux Sabres de Buffalo quand même, qui n'ont jamais gagné aucune Coupe Stanley. Ils ont fait 2 finales dans les années 90. Ils ont enchaîné les first pick quand même avec des joueurs de talent. Il y a eu Jack Eichel, il y a eu Rasmus Dahlin, il y a eu pas mal d'assez gros noms et ça n'a jamais fonctionné. Aussi simple que ça, ils n'ont pas fait les playoffs depuis environ 15 ans. 14 ans qu'ils n'ont pas connu les playoffs. Solide. Malgré le fait qu'ils aient des bons joueurs et tu veux dire que ils ont lâché des bons joueurs qui ont gagné derrière. Ouais, c'est ça. Ouais, ils ont laissé partir des excellents joueurs. Est-ce que c'est parce que c'est une franchise mal gérée ou est-ce que c'est juste... Il y a un petit peu de tout. Il y a un petit peu de tout parce qu'il y a des joueurs qui arrivent, ça ne gagne pas. En fait, c'est vraiment cette mentalité malheureusement loose quand même dans cette franchise-là. C'est-à-dire qu'il y a des joueurs qui sont très attendus parce que Jack Eichel, il arrive juste derrière Connor McDavid et on se disait, dans une autre saison, ça aurait été un numéro 1. Maintenant, ce bon vieux Jack, il cartonne à Las Vegas. Voilà, c'est ça. Sauf que quand Jack Eichel est là, ils ne gagnent pas, ils vont pas en play-off. Ils ont enchaîné une série catastrophique de 18 défaites consécutives. Donc là, les Sabres se disent on va peut-être l'échanger parce que le mec, il est capitaine, mais il n'a pas envie d'être là. Donc il l'échange contre pas des ronds de carottes, mais presque. Et derrière, contre 3 pucks. Et derrière, le gars, il remporte une coupe, quoi. Il remporte une coupe en étant un joueur très important. Il y a eu Ryan O'Reilly, pareil, qui remporte une coupe. Les franchises où les mecs ça fonctionne pas, ils se barrent ailleurs et ils gagnent dans la foulée. Ça, moi, c'est mon petit lait. Est-ce que les supporters, ils ont un peu cet ADN, tu sais, ils le savent qu'en fait, leur équipe pue la loose. Ah mais je pense parce que on les entend même pas trop. Par exemple, Toronto, les supporters se font entendre. Déjà, parfois ils balancent des chandails sur la glace. Dans ton arena, c'est compliqué. Et du coup, une franchise vraiment qui me fait espérer, tu vois, genre vraiment qui me tape la tête à chaque playoff. Là, il y en a qu'une. Et là, Louis, je vois qu'il a un grand sourire parce que j'imagine qu'en tant que fan des Canadiens de Montréal, c'est un des grands adversaires canadiens. La NHL a été créée en 1917. Dans les 50 années qui ont suivi, le rival de Montréal, c'est-à-dire les Toronto Maple Leafs, ont gagné la bagatelle de quoi, une dizaine de Coupes Stanley. Année de grâce 1967, c'est l'année de leur dernier titre. Et aujourd'hui, ça fait 58 ans qu'ils n'ont pas gagné la Coupe Stanley. Ah, c'est le tennis 58 français, ans, quoi. les amis, c'est 3 générations de personnes sur une famille. 58 ans qu'ils n'ont pas gagné la Coupe Stanley. Et je crois que au XXIe siècle, les Toronto Maple Leafs ont fait une série record de 8 éliminations au premier tour des playoffs. Ils ont brisé le signe indien. Non, sur 15 ans, je crois, ou 17 ans. Surtout les Toronto Maple Leafs, pour moi, c'est la franchise qui sent la défaite, mais à des kilomètres, parce qu'en fait, ils ont des joueurs incroyables. Je pense que la première ligne des Maple Leafs, toutes les équipes de la NHL voudraient l'avoir. Et ils continuent en fait à se faire caca dessus, désolé, à chaque playoff. Tous les ans, il y a de l'espoir. Tous les ans, il y a des experts, des analystes qui se disent ça y est, c'est l'année. Vraiment, pour les Maple Leafs de Toronto, ils ont tout, ils ont des attaquants. Mais en fait, je l'ai. C'est le PSG en Ligue des Champions. C'est un peu ça, c'est vrai. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Très bien. J'aime beaucoup l'idée. Ouais, les amis, je vous propose qu'on regarde rapidement ce qu'a dit la communauté aussi. Et en parlant de nos Leafs, justement, on avait Liozon69 qui nous dit: bientôt, personne n'aura vu le défilé de la victoire des Leafs car ils seront tous morts. Voilà, j'adore cette statistique. C'est une bonne énergie, ça. On a eu, tu as vu aussi Alex Sod, Antoine, qui nous a parlé de Buffalo. Il nous a dit 150 ans qui sont en rebuild. Voilà, rebuild, donc ça, ils essaient de reconstruire une équipe. Moi, ce que je disais à Antoine, c'est que pour reconstruire une équipe, il fallait qu'il y ait quelque chose de construit avant. Donc, je ne sais même pas si les Sabres rentrent dans cette... Alors, les deux autres qu'on a eu, on n'en a pas encore parlé. On a eu Agathe qui nous a dit Edmonton, parce que 4 fois premier tour de draft, tu vas me dire si c'est vrai, en 6 ans, avec le meilleur duo offensif, ça sera à vous de me le valider, pour ne rien gagner au final. Est-ce que c'est... Edmonton, moi je n'irais pas jusqu'à franchise de la loose quand même. Ça peut vite changer, ça peut vite tourner. D'ailleurs, ils ont failli remporter le titre la saison dernière. Ils ont quand même une équipe qui est assez énorme. Match 7, c'est ça ? Ouais, match 7, ils étaient menés 3-0, ils sont revenus à 3 partout dans la série. Presque remontada, voilà, c'est ça. Mais il y a eu lose au final, c'est vrai. Mais bon, voilà, c'est une équipe qui pourrait gagner peut-être dès cette année parce que... Voilà, il y a tellement de talent. Mais s'ils ne gagnent pas à la fin de l'histoire, c'est dur. De la loose. Oui, alors c'est vrai que là, en fait, pour schématiser, les Oilers d'Edmonton, ils ont quasiment les deux des 3 meilleurs joueurs
aujourd'hui qui sont ensemble sur la même ligne pendant tous les matchs. Donc vraiment, quand ces deux mecs en face, tu te fais dessus. Et malgré ça, ils n'ont toujours pas gagné la Coupe Stanley. Mais bon, ils ont 27-28 ans, donc ils ont le temps encore. Et la dernière du choix, c'est une franchise défunte, les Nordiques de Québec, qui n'ont jamais gagné la Coupe Stanley avant 95 et leur disparition parce qu'ils déménagent dans le Colorado, qui gagnent immédiatement après. Moi, je trouve ça beau. Ouais, la franchise qui déménage et qui gagne. Le FC Procuration. Ouais. Et puis, comme la Ligue est toujours en pleine expansion, il y a toujours des nouvelles franchises qui arrivent. Il y a eu un déménagement il n'y a pas longtemps. Les fans des Nordiques, eux, espèrent à chaque fois que la franchise surtout revienne à Québec. À Québec, les gens sont fous de hockey. C'est vraiment, tu regardes les remparts de Québec, dont tu as le suite d'ailleurs, Charles, ce soir. Ouais. C'est plein tout le temps. Et franchement, si tu mettais une équipe de NHL là-bas, ça serait bon, les gars, par contre, maintenant, il va falloir faire un choix entre les 4. Moi, j'imagine que ça joue plus entre Buffalo et les Leafs. Non, je pense. Moi, désolé, mais en tant que fan de Montréal, je suis obligé de mettre les Leafs comme franchise de la loose. T'as des méga stars à tous les postes. C'est l'invité qui choisit. Ça fait 60 c'est ans. l'invité qui choisit. Ça dépend de la vision, parce que d'un côté, c'est vrai il faut que faut trancher. Toi, tu préfères quoi? Il y a tellement de loose chez les Leafs quand même, et d'histoires historiques de loose quand même, que je suis obligé de mettre les Maple Leafs parce qu'il y a eu trop d'espoir et trop de loose derrière. Désolé, mes amis de Toronto. Désolé les gars, c'est déjà Charles qui a vous avez parlé. Drake qui s'est fait roaster en Mondovision et maintenant vous êtes la franchise de la loose. C'est dur, j'avoue. Coup double. Et juste pour revenir, on a aussi demandé des looses rapidement sur un fait de jeu ou un match. Il y en a une qui est ressortie quelques fois, c'était le contrat d'un certain Rick DiPietro. Est-ce que ça te parle, Charles? Alors, c'est un des contrats les plus longs de l'histoire de la NHL. 15 ans pour 67 millions de dollars, signé quand il avait 25 ans. Et il a joué 2 ans. Et il a joué 2 ans. Donc, c'est-à-dire que le mec, Rick, bien joué. Franchement, bien joué, mec. Rick, après, tout mon respect et mon Levin Kurzawa. On a eu bien évidemment des gens qui nous ont proposé des Boston Bruins en 2023 qui ont le meilleur bilan dans saison régulière et qui se font éliminer au premier tour de play-off. Mais ça arrive dans pas mal de ligues finalement. Donc, c'est assez classique. L'anecdote Rick DiPietro, on aimait bien ça. C'est vraiment, tu signes un CDI de 20 ans. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est que chaque ligue a ses contrats merdiques. Ouais, c'est vrai. Là, on a notre contrat merdique, en tout cas pour la NHL. Les amis, merci pour ce petit débat. Merci Charles. Alors, juste dis-le à nos auditeurs, je ne t'ai pas du tout influencé à choisir les Leafs comme franchise de la loose. Quelques petits regards, mais non, rien. Il avait le patin sous la gorge. Ouais, il y avait la jugulaire qui était au bord de la J'ai absolument pas mis un billet de 100 € dans ta poche avant le début de l'émission, mais qu'on soit bien clair. Les amis, je crois que ça va bientôt être l'heure d'appeler notre cher Cristobal Huel, l'ancien gardien des Blackhawks de Chicago, qui a bien sûr gagné la Coupe Stanley. C'est Louis de la FFL. Je suis avec Antoine et notre invité Charles Trognon pour la semaine de la loose spéciale sport américain. Ce soir, c'est émission 100% hockey sur glace, 100% NHL. Les amis, on a bien débroussaillé ce que c'était que la NHL dans la première partie de cette émission. Là, on s'est fait un petit rush sur les franchises de la loose notamment, les franchises roller coaster. Il y en a eu pour tout le monde. Et maintenant, c'est le moment de faire une petite entorse à la ligne éditoriale de la FFL parce que voilà, nous, on est des amoureux de la défaite avec panache. Mais ce soir, les amis, on a un invité exceptionnel qui nous rejoint en ce moment en duplex, en direct. C'est Cristobal Huet. Cristobal Huet qui est ancien gardien en NHL, qui est aujourd'hui du côté de Lausanne en Suisse et qui a bien évidemment le titre honorifique de seul Français qui a gagné la Stanley Cup. Cristobal, est-ce que tu nous entends bien? Est-ce que tu es avec nous? Je suis avec vous. Comment ça va, Christo? Merci beaucoup de te joindre à nous sur cette émission NHL. Comment tu vas? Première question toute bête. Ça va bien, merci. Est-ce que tu as pu suivre un peu les débats qu'on a eus sur les franchises de la loose juste avant qu'on soit avec toi? Ouais, j'ai entendu un petit peu. Après, j'ai dû me connecter, donc j'ai loupé la dernière partie sur t'as raté le meilleur. Franchises selon vous, mais j'ai cru comprendre. Alors, est-ce que tu es capable de te mouiller et de nous dire si pour toi il y avait une franchise de la loose en NHL, quel nom elle aurait? Dur à dire. Alors, pour te dire, nous, on a hésité entre Sabre et Maple Leafs. Alors, j'ai cru entendre le débat un petit peu. C'est vrai que c'est des franchises où ils n'arrivent pas vraiment à sortir la tête sous l'eau. C'est vrai que c'est compliqué. Toronto, c'est un gros marché, donc c'est vrai que l'exposition est importante. Il y a de la pression à Toronto pour que ça gagne. Il y a énormément de pression. C'est pas facile d'être une équipe au Canada. On parle que de ça, donc c'est vrai que c'est dur de sortir de ça malgré les bons joueurs qu'ils ont. Mais... D'ailleurs, toi, tu as très bien connu cette pression puisque tu as été gardien pour le Canadien de Montréal autour des années 2005-2006, si je dis pas de bêtises.
Tu l'as ressenti, toi, cette pression, quand tu es arrivé à Montréal, cette pression de tout ce peuple canadien qui ne vit que pour le hockey? Qui attendait une Stanley Cup à Montréal? Ils attendent, oui, effectivement. Toi, tu l'as ressenti, Cristobal? Ouais, c'est sûr, mais bizarrement, bon, c'est vrai que moi j'étais à Los Angeles avant, on avait à peu près, je pense, 2 reporters à peu près tous les jours qui venaient. Après mon échange, c'était plutôt 30 journalistes après chaque entraînement. Après chaque entraînement, c'est-à-dire que quand tu t'entraînais, tu avais 30 journalistes pour voir comment tu allais pour t'épier, quoi. Ouais, où on a fait même des entraînements avec 20 000 personnes pour voir juste un entraînement. C'était un entraînement un peu interactif ou des choses comme ça, mais c'est vrai que c'est un peu la Mecque, le Canadien de Montréal à Montréal. C'est la même chose à Toronto. T'étais plus reconnu dans les rues de Montréal que dans celles de Los Angeles, quoi. Ouais, non, clairement, clairement, je crois les gens connaissent le joueur de 4e ligne, ma sœur et le manager, tout le monde. Donc c'est vrai que on parle beaucoup de hockey. Ah bah oui, à Montréal, les gens ils mangent au hockey, ils dorment au hockey, ils respirent au hockey. Est-ce qu'il y a une anecdote comme ça qui te revient, qui justement qui montre à quel point le hockey c'est un truc vraiment intense là-bas? Je sais pas, que ça peut être un échange que tu as eu avec des fans ou n'importe quoi. Non, moi j'ai une histoire un peu particulière parce que je suis arrivé à Montréal blessé et puis donc j'ai regardé un petit peu ce qui se passait à Montréal de l'extérieur. Je continuais ma réhabilitation de mon genou et pendant 2 mois j'ai pu observer un petit peu toute cette ambiance autour du Canadien de Montréal et lors de la présentation de l'équipe en 2005, donc ils ont oublié de me présenter. Ils ont oublié de te présenter. J'avais mon maillot, enfin j'étais tout prêt, et puis ils ont oublié de me présenter, et ça a été un facteur où en fait les gens, ils étaient tellement déçus de l'organisation, et j'ai eu un facteur sympathie très vite. Ah, donc ça t'a servi en fait, ça le m'a fait presque servi, ouais. Cette loose entre guillemets du fait qu'ils t'oublient dans la présentation, les gens ont eu de l'empathie envers toi. C'était quoi la présentation? C'est quand tous les joueurs vont sur la patinoire et sont appelés? Ouais, c'est le premier match de l'année, donc moi je devais être là depuis, je pense, une semaine. Je n'avais pas mis l'équipement encore, je ne pouvais rien faire. J'ai vu les croisés, donc voilà. Mais donc c'est vrai que petit moment de solitude. Qui a organisé ça, il m'avait peut-être pas vu encore là. Je sais pas comment ça s'est passé. Mais bon, la suite s'est mieux passée, si je comprends bien. Ouais, non, ça a été une année incroyable après ça. Et d'ailleurs, toi qui a du coup bien vagabondé entre l'Europe et la NHL, on se demandait avant avec Charles, de 1 à 10, la NHL, c'est intense comment par rapport à l'Europe? On parlait de cette intensité, la vitesse pour les gens qui essayent de suivre et d'accrocher sur le hockey. C'est quoi pour toi la NHL par rapport à l'Europe, qu'on comprenne bien? Si par exemple on suit la Ligue Magnus ou même le championnat suisse où tu as joué, c'est quoi qui différencie vraiment la NHL du reste? Alors la vitesse, oui, mais c'est peut-être pas cet élément qui est le plus déterminant, parce qu'en Suisse ou en Suède, ça patine énormément. Bon, les glaces sont plus grandes, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure, mais je crois que c'est plutôt la capacité des joueurs à exécuter des jeux dans des petits espaces avec des gros gabarits qui leur foncent dessus, donc un contact physique un peu plus présent qu'en Europe. C'est vrai que si tu baisses la tête trop longtemps en NHL, ça peut très mal se passer pour toi. Ouais, bon, en Suisse ou en Europe aussi, mais disons que vu que les espaces sont réduits et que les joueurs quand même sont un peu plus physiques et c'est un peu plus des athlètes complets, on va dire. C'est vrai que ça peut, c'est un facteur dans le jeu, le contact physique. Après, il y a la qualité de shoot, la qualité de passe. Ça, c'est quelque chose qui est quand même, il y a une grosse différence si on regarde au niveau des meilleures équipes européennes et une moyenne, on va dire, des équipes en NHL. C'est l'Europe en plus intense, quoi, pour résumer. Nous, on avait une question aussi concernant forcément ton titre en Coupe Stanley avec les Blackhawks de Chicago en 2010.
il y a quand même un fait très marquant que tout le monde a en tête sur cette fameuse victoire en Coupe Stanley. C'est ce match 6 contre les Flyers de Philadelphie où c'est le overtime, donc c'est le premier qui marque qui a gagné. Et là, les Blackhawks vont marquer un but et en fait, personne ne voit le palais rentrer dans le filet. Et il n'y a que les joueurs des Blackhawks. Alors toi, si je dis pas de bêtises, tu vois la scène depuis le banc. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? Est-ce que tu as compris qu'il y avait but ? Est-ce que tu as patiné parce que les autres ont patiné ? Ouais, est-ce que tu as célébré parce que tu as vu les autres ? Enfin, on n'entend que les joueurs des Blackhawks crier dans l'aréna. C'est vrai qu'il y a une vraie ambiance de clim quand même. C'est un moment assez incroyable. Comment tu as vécu ça ? Je crois que le premier qui a vu le puck rentrer, c'est Patrick Kane. Donc celui qui a marqué. Celui qui a marqué. Ensuite, c'est vrai qu'il n'y a pas eu trop de réaction du public de Philadelphia parce qu'ils n'avaient pas vraiment envie de voir le puck rentrer. Ils viennent de perdre la Stanley Cup. Tu penses que c'est du déni ? Ouais, c'est sûr. Je crois qu'après, oui, tout le monde a regardé un peu l'écran, a vu le puck derrière la ligne. Et, là, ça a très vite réagi. Mais c'est vrai qu'il y a eu un laps de temps qui était assez long, surtout peut-être pour Patrick Kane, ou alors c'était son moment. Il y a eu ces 2 secondes. Et surtout que le but est tellement fou que personne se dit qu'il a pu marquer aussi. Pour ceux qui n'ont pas vu ce but, allez le voir sur YouTube. Vous tapez Patrick Kane Golden. But fantôme même, tout simplement. Ou Ghost. Vous voyez vraiment une équipe célébrée devant un public qui ne comprend pas ce qui se passe. Et même si on ne comprend rien au hockey, on comprend ce qui se passe. Et ça fait quoi alors de ramener la Stanley à Paris ? C'est pas un but. Qu'est-ce que ça fait d'être le seul du coup à avoir gagné cette Stanley, de la ramener à la maison entre guillemets quoi ? Ah, mais c'était exceptionnel. J'aurais aimé que Pied ou Antoine puisse. Pied n'était quand même pas passé loin plusieurs fois. Mais, il a fait une finale, c'est ça ? 2 finales. 2 finales avec Colorado et Tampa. Tampa, ouais. Et on avait cette question justement pour toi. On a un autre sportif français. Alors c'est un peu plus ancien que toi. Je fais pas ça pour te veiller, Cristobal. C'est Yannick Noah. Lui, il a gagné Roland Garros il y a pas mal de temps quand même. Ça marche aussi avec le Tour de France. Dans les années 80. Ça marche aussi avec pas mal d'autres sports, c'est vrai. Lui, il a gagné le Tour de France dans les années 80, si je dis pas de le Roland Garros pardon, dans les années 80. Et en fait, il a admis que pendant les années qui ont suivi. En fait, il voulait pas que ses camarades français gagnent aussi Roland Garros parce qu'il voulait savourer un petit peu le fait d'être le seul à avoir gagné Roland Garros. Est-ce que toi, il y a eu un peu de ça avec la NHL où tu t'es dit c'est cool que je sois quand même le seul à avoir gagné, ou vu que le hockey peine à devenir mainstream, tu t'es tout de suite dit j'ai envie que plein d'autres Français gagnent la Coupe Stanley. Comment tu t'es positionné toi ? Non, honnêtement, c'est impossible pour moi de vouloir garder ça pour moi. Je pense qu'on a un pays où le hockey a un peu de mal à s'installer parmi l'élite des sports en France. Et c'est une vitrine énorme de gagner la Coupe Stanley. Je pense que Pierre-Edouard est un ambassadeur incroyable pour le hockey également. Et ça aurait été vraiment super qu'il puisse gagner. Je crois que les titres ou les trophées sont faits pour être à la fois partagés, les records battus. Enfin voilà, oui, puis surtout que la Coupe Stanley, il y a quoi ? Il y a la place de mettre 3000 noms 3000 dessus. noms, ouais. Donc on peut rajouter quelques Français. Qu'est-ce qui manque pour qu'on ait plus de Français en NHL aujourd'hui ? Il manque pas mal de choses quand même. Tu peux faire la liste si tu veux, on t'écoute, Cristobal, on est avec toi. Qu'est-ce qui manque selon toi ? Je crois que ça part, on sait très bien que ça part de petits dans les clubs, qu'on ait une bonne éducation, qu'on puisse former les gamins le mieux possible. Après, on a un pays qui est un peu grand pour ce sport. Ça coûte pas mal d'argent de déplacer 25 joueurs partout en France jusqu'à un certain âge. Donc le niveau de compétition n'est pas le même, par exemple, que nous en Suisse ici, et vu que le sport... c'est un peu compliqué, ça coûte assez cher aussi pour les clubs, tous ces déplacements et de gérer... Parce qu'en Suisse, le hockey, c'est le sport numéro 1 en termes d'affluence, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est plus que le foot. Même le foot est très, très populaire, bien sûr, mais dans les patinoires, il y a plus de monde que dans les stades de foot. Si en Suisse, ils y arrivent, pourquoi est-ce qu'on n'arriverait pas, nous, en France ? Nos voisins. Bah oui, c'est les voisins. Même les Allemands, ça commence à se développer, là. C'est un peu la culture.
La Ok. culture de la patinoire. en Suisse, elle est présente. Et en France, voilà, la culture, elle n'est pas la même à Grenoble, à Rouen ou bien dans le. C'est vrai qu'en à France, on a des Pau places fortes quand ou, même. hein On a des places fortes en France, Oui. bizarrement. Et je crois que c'est le championnat indoor le 3e ou 2e le plus suivi après, après le basket, justement. Ouais, et 2e. c'est devant le handball quand même. Donc Ouais. il y a Ouais, quand même mais des maintenant, bases. J'ai fait l'ambiance à Rouen et c'était incroyable. Ouais, il y a une très grosse ambiance. Hein. Je sais que là, on a pas mal Et- d'amateurs de Ligue Magnus qui nous écoutent en ce moment et ils vont pas nous contredire. Et moi, sur j'avais une l'ambiance. petite question de rookie qui s'y connaît pas. Qu'est-ce qui fait qu'on devient gardien au hockey? Ah, c'est une bonne Est-ce que question. c'est ça. comme au foot, on est mauvais au hockey et on devient gardien? Non, moi, c'est un grand frère un peu tyran qui m'a mis dans la cage. Ah ouais, Ah, c'est il t'a vrai. bully. Non, je sais pas, à un moment. Oui, c'est vrai, il y a un peu de ça. C'est-à-dire que je jouais dans la rue ou à la maison avec ses potes. Mon frère avait 4 ans de plus que moi, puis ils avaient besoin d'un gardien dans Ah, c'était un peu comme génération le un tout punch and petit peu ball, quoi. au-dessus de moi. Il voulait que les pucks soient arrêtés de temps en temps, donc il t'a dit allez, tu vas au but et. Voilà, c'est ça. Et est-ce que être gardien au hockey, il y a un truc spécial? J'ai toujours l'impression que si on touche au gardien, on se prend une droite par un mec de l'autre équipe, quoi. C'est vrai que t'étais un peu sacré, toi, finalement. Ben, disons que les règles au hockey sont faites des fois pour être un peu testées, donc que ce soit les charges ou s'il y a un gardien qui joue sur sa tête, qui arrête tous les pucks. Je pense que dans les années 60, il y avait un gars qui prenait la liberté d'aller lui montrer le chemin du vestiaire en lui mettant une bonne charge. Donc il y a eu des C'est vrai des qu'ils aiment faits pas de trop jeu qu'on comme touche ça. au gardien en NHL, même encore aujourd'hui. Hein. Si tu touches Oui, le c'est gardien interdit. adverse, il y a tous les joueurs qui te tombent dessus et tu passes un sale quart d'heure. Hein. Ben voilà, je pense que les joueurs de hockey ou les coachs de hockey ont bien étudié les trucs pour faire tourner des séries. C'est que ça reste un sport de contact. Et maintenant, c'est vrai que les gardiens sont très protégés, pas seulement par leurs joueurs, mais Et les grandes aussi par les qualités, moi je vois, il y a énormément de souplesse. ouais, oui, il y a beaucoup de souplesse. Ouais. Oui, le grand écart, c'est la base, hein, je pense, quand t'es gardien. C'est super impressionnant. Alors, Et pour, maintenant, mais ouais, à l'époque, ça passait, ouais. vu que c'est bientôt l'heure de nous quitter, est-ce que tu aurais un petit message d'espoir et de persévérance pour tous les fans de NHL qui doivent se lever au milieu de la nuit pour regarder ce sport et qui ensuite ont personne avec qui discuter à la machine à café? On a besoin de se sentir pas tout seul. Est-ce que toi, tu suis la NHL aujourd'hui et qu'est-ce que tu aurais à dire à tous les Français qui adorent ça et qui vont continuer à regarder quand même? Bah déjà, chapeau. Allez aussi voir je voulais rebondir juste sur la Magnus parce que Ouais, il y a des places quand même maintenant qui commencent à bouger pas mal. Marseille, Bordeaux, Angers, voilà, c'est quand même solide. Donc il y a quand même des choses qui se passent en France. Donc allez voir les matchs aussi en France. Et puis c'est vrai que je les comprends tous ces gens. C'est un sport magnifique avec de la vitesse, de l'intensité. Et puis voilà. comme tu disais, S'ils veulent pas se sentir tout seul. Moi, ça m'arrive de regarder mon fils qui joue au Canada aussi à 3h du mat, donc on Ah bon, bah voilà, tous c'est ça, on va finir là-dessus. Si vous vous sentez seul à regarder une équipe à 3h du matin en NHL, dites-vous que Christo Baluet, lui, il a une Stanley Cup et il fait comme vous. C'est ça. Bon, bah merci beaucoup, Cristobal, d'avoir Merci, été Cristobal. avec nous en direct. On te souhaite plein de bonheur en Suisse. C'est déjà Merci à la vous. fin de cette émission, les amis. Merci encore, Charles Trognon, d'avoir accepté notre invitation et d'avoir jasé, comme on dit au Québec, hockey avec nous ce soir. Merci à vous. Et merci à Sybille et Maël en régie et merci surtout à tous les fans et curieux de NHL qui nous ont écoutés. On sait que vous étiez nombreux avec nous ce soir. Et pour réécouter cette émission, ça se passera en podcast sur move.fr et sur les applications de streaming. J'espère que vous avez pris du plaisir. L'émission sera dispo donc dès demain. Demain 21h, restez solides sur les appuis parce qu'on va envoyer nos meilleurs home runs. Ce sera l'émission 100% MLB et baseball avec Gaëtan Elibert et Benjamin Bernard. C'était la FFL. À demain sur Move.